Chaque matin commence de la même manière. Je me réveille à 6 heures, même si je n'ai pas mis de réveil depuis des années. Mon corps se souvient du rythme qu'il a suivi pendant des décennies. Édouard disait toujours que nous étions comme une vieille horloge réglée sur une certaine heure et qu'aucune force ne pouvait nous faire dévier de notre rythme. Sauf qu'Édouard est parti depuis 5 ans et je me réveille toujours à 6 heures. Je me tourne vers son côté du lit et je me heurte au vide. Mon nom est Adèle Lefebvre. J'ai 67 ans et je suis veuve depuis 5 ans. La maison que nous partagions à Saint-Étienne semble maintenant trop grande pour une seule personne, mais je ne peux me résoudre à la vendre. Trop de souvenirs sont incrustés dans ces murs, ainsi que l'odeur des tissus que j'ai triés toute ma vie. J'étais couturière, pas une de ces créatrices de mode dont les noms sont imprimés dans les magazines sur papier glacé, mais une simple couturière dans un petit atelier. Pendant 35 ans, j'ai fait des ourlets de pantalons, cousu des robes et raccommodé des trous au coude. Mes doigts se souviennent encore du contact du tissu, et des boîtes de boutons, de fils et de chutes que je ne peux me résoudre à jeter sont toujours rangées dans le placard. On entend le tic-tac régulier de l'horloge murale depuis la cuisine. Dehors, c'est un matin gris stéphanois, couvert de nuages comme toujours. Je me sers un café et m'assois à table. Une photo de toute la famille est fixée au réfrigérateur avec un aimant. La dernière photo où Édouard était encore avec nous. À côté de lui, il y a moi, nos enfants, Benoît et Sophie, notre gendre, Didier, et nos 3 petits-enfants. Nous sourions comme si nous avions toute une vie de bonheur devant nous. Le téléphone ne sonne presque jamais le matin. En fait, il sonne rarement ces derniers temps. Sauf peut-être quand Sophie appelle pour me demander de garder Mika, son plus jeune, ou Benoît, qui est toujours à court d'argent. La dernière fois que ma fille a amené les petits-enfants, elle ne s'est même pas arrêtée pour un café. Elle a déposé Mika et Emma à la porte et s'est précipitée à une réunion. Emma, ma petite fille de 16 ans, a passé tout son temps sur son téléphone, répondant à mes questions par monosyllabes. Mika a au moins accepté de jouer à un jeu de société, mais il s'est vite ennuyé et a demandé s'il pouvait allumer la télé. Julien, mon petit-fils aîné, ne vient presque plus. À 19 ans, il est à la fac et rarement à la maison. Cependant, il se souvient toujours qu'il peut obtenir de l'argent de sa grand-mère lorsque sa bourse d'études ne suffit pas pour acheter une nouvelle console de jeu. Je finis mon café et je vais m'habiller. Aujourd'hui, c'est mardi, ce qui signifie que c'est le jour des promotions au supermarché du coin. La moitié de ma retraite part en médicaments, je dois donc faire attention à chaque centime. En enfilant mon vieux manteau, je remarque que la doublure de la manche s'est à nouveau décousue. Il faudra que je la répare ce soir. Il bruine dehors. J'ouvre le parapluie qu'Édouard m'a offert pour notre 41e anniversaire de mariage. Saint-Étienne ne change jamais. Les mêmes rues grises, les mêmes gens qui se dépêchent. Personne ne remarque la vieille femme avec son sac de course usé. Au supermarché, je parcours habituellement les rayons à la recherche de produits à prix réduit. Haricots en conserve, flocons d'avoine, le pain le moins cher. La seule viande que je peux me permettre, ce sont des carcasses de poulet. Elles font une soupe décente si on y ajoute beaucoup de légumes. Adèle. Adèle Lefebvre. Je me retourne et je vois Françoise Dubois. Nous avons travaillé ensemble à l'atelier de couture jusqu'à sa fermeture il y a 6 ans. Françoise, quelle surprise. Comment vas-tu? La routine. Mon arthrose me tue, mais les médecins disent que je suis encore en bonne forme pour 72 ans. Elle rit et me regarde de haut en bas. Tu as l'air plus mince. Tu vas bien? Je hoche la tête, même si ce n'est pas vrai. Depuis la mort d'Édouard, la nourriture a perdu son goût, et j'oublie souvent de dîner. Tu as entendu la nouvelle? Le magasin de tissus de la rue des Pins ferme. Ils vendent tout à moitié prix. Mon cœur fait un bond. Ce magasin a été mon refuge pendant des décennies. Édouard grognait toujours que je rentrais de là-bas avec de nouveaux tissus, alors que les placards débordaient déjà. J'irai aujourd'hui, je décide. Peut-être que j'achèterai quelque chose en souvenir. Prends soin de toi, ma chère. Françoise me serre la main. Viens prendre le café un de ces jours. Je suis toujours au même endroit. Je promets que je le ferai, même si nous savons toutes les deux que cela n'arrivera pas. Françoise vit de l'autre côté de la ville et le prix du ticket de bus aller-retour est un luxe inabordable pour mon budget. De retour à la maison, je déballe mes maigres achats et remarque la lumière clignotante du répondeur. J'appuie sur le bouton et j'entends la voix de mon fils. Maman, c'est moi. Appelle-moi quand tu rentres. J'ai des nouvelles. Benoît appelle rarement, généralement seulement quand il veut quelque chose. La dernière fois,
C'était il y a 3 semaines. Il avait besoin d'emprunter 500 € jusqu'à la fin du mois. Je lui ai donné presque toute ma retraite mensuelle, ce qui a signifié que j'ai dû réduire mes médicaments. Je compose son numéro et il répond à la 3e sonnerie. Maman, enfin! Je t'ai appelé ce matin. J'étais au magasin, je réponds. Quelles sont les nouvelles? Une excellente nouvelle. Sa voix semble excitée. Je vais me marier. Je m'enfonce dans un fauteuil. Benoît a 39 ans et ne s'est jamais marié, bien qu'il ait eu plus de petites amies que moi de voiture. C'est inattendu. Qui est-ce? Chloé Lambert. Elle est incroyable. Elle travaille dans une agence immobilière qui vend des maisons de luxe. On s'est rencontrés quand je lui ai présenté le nouveau modèle Audi. Elle l'a acheté tout de suite. J'essaie d'imaginer une fille qui peut s'acheter une voiture chère comme ça. Pour une raison quelconque, je me souviens de ses yeux froids et de sa manucure parfaite. C'est merveilleux, mon chéri. Quand est le mariage? Dans 3 mois. Chloé a déjà réservé le lieu, le domaine de la Rive. Tu n'imagines pas à quel point c'est beau. Et elle veut te rencontrer. Nous passerons dimanche. D'accord. Le domaine de la Rive. Je connais l'endroit. Édouard et moi sommes passés devant une fois. Le droit d'entrée coûte autant que ce que je gagnais en un mois dans mes meilleures années. Bien sûr, mon chéri. Je préparerai quelque chose de délicieux. Non, non, interrompt rapidement Benoît. Ne cuisine rien. On passera juste une demi-heure pour te la présenter. Chloé a un rendez-vous avec sa décoratrice après. Après avoir raccroché, je reste assise, immobile, à regarder la pluie fine par la fenêtre. Mon fils se marie. Je devrais sauter de joie. Mais au lieu de ça, je ressens une étrange anxiété. Benoît a toujours voulu échapper à notre monde modeste. Travailler dans une concession automobile, des costumes chers qu'il ne pouvait pas se permettre, des dettes sans fin parce qu'il voulait impressionner les gens, et maintenant une fiancée de la haute société. Je me lève, je vais dans la chambre, j'ouvre le placard et je fouille dans mes vêtements. Que devrais-je porter pour rencontrer ma future belle-fille? Je sors une robe bleue que je garde pour les occasions spéciales. Je la tiens contre moi et me regarde dans le miroir. Le tissu a pâli et je ne suis plus la même personne. Sèche, voûtée, avec des cheveux gris tirés en un simple chignon. Dimanche, je me lève à 5 heures du matin. Même si Benoît a dit qu'il n'arriverait pas avant 11 heures, je range la maison alors qu'elle est déjà propre. Je n'ai personne à recevoir, à part les visites occasionnelles de mes enfants. Je repasse ma robe bleue et pour la première fois depuis longtemps, je mets un rouge à lèvres rose pâle. À 11 heures précises, un SUV noir et brillant s'arrête devant la maison. Benoît sort de la voiture, portant un costume qui coûte probablement autant que 3 de mes retraites. À côté de lui, une grande fille mince à la posture parfaite et au regard froid. Elle porte un manteau beige clair qui semble tout juste sorti d'un défilé. J'ouvre la porte avant qu'il n'ait le temps de sonner. Maman. Benoît me serre dans ses bras, mais maladroitement, comme s'il avait peur de froisser son costume. Voici Chloé. Chloé me tend la main. Ses ongles sont parfaitement manucurés et une montre très chère brille à son poignet. Enchantée de vous rencontrer, Madame Lefebvre, dit-elle d'une voix sans chaleur. Appelez-moi Adèle, s'il vous plaît. Je souris, les faisant entrer. Chloé entre et scanne immédiatement mon salon. Je vois son expression passer d'un sourire poli à une déception mal dissimulée. Son regard s'attarde sur le canapé usé, les vieilles photos encadrées et le napperon tricoté que j'ai fait moi-même. C'est charmant, dit-elle d'un ton qui montre clairement que ce n'est pas un compliment. Asseyez-vous, j'offre. Voulez-vous un thé? Nous n'avons pas beaucoup de temps, dit Benoît rapidement. Chloé doit retrouver sa décoratrice à 13 heures. Bien sûr, mon chéri. Je hoche la tête et m'assois dans mon fauteuil préféré en face du canapé où ils sont assis. Benoît m'a dit que vous étiez couturière, demande Chloé en regardant ma robe bleue. Oui, j'ai travaillé dans un atelier de confection sur la rue principale pendant 35 ans. Oh, c'est si traditionnel, sourit-elle du coin des lèvres. Maintenant, bien sûr, personne ne fait plus faire de vêtements sur mesure, sauf chez les couturiers. Tout le monde achète ses vêtements dans les magasins. Je hoche la tête, bien que quelque chose se serre en moi. 35 ans de ma vie viennent d'être balayés comme inutiles d'un commentaire négligent. Où vous êtes-vous rencontrés? Je demande, essayant de changer de sujet. Dans une concession automobile, répond Chloé. Je cherchais une nouvelle voiture, et Benoît a été si professionnel. Et il est si drôle.
Elle se blottit contre mon fils qui la regarde avec des yeux adorateurs. Nous avons tout de suite su que nous étions faits l'un pour l'autre. Benoît ajoute, Chloé est incroyable. Elle a grandi à Écully. Son père possède une chaîne de restaurants. Je hoche à nouveau la tête. Écully, une banlieue chic de Lyon où les gens vivent en une semaine avec l'équivalent de mon revenu annuel. Le mariage aura lieu au domaine de la Rive, poursuit Chloé. Vous connaissez l'endroit? J'en ai entendu parler, je réponds évasivement. C'est le lieu de mariage le plus prestigieux de la région. Nous avons loué tout le complexe pour le week-end. Il y aura environ 200 invités. 200 invités? Je ne peux même pas imaginer combien cela coûte. Ça a l'air merveilleux, je dis. Est-ce que je peux aider pour les préparatifs? Chloé échange un regard rapide avec Benoît. En fait, nous avons déjà une wedding planée professionnelle, dit-elle. Tout est sous contrôle. Je vois. Je hoche la tête. Quelle couleur avez-vous choisi pour le mariage? Rose poudrée, champagne et un peu d'argenté. Répond Chloé. Ce sera très élégant et moderne. C'est une belle combinaison. J'approuve. Bien que j'ai imaginé quelque chose de plus chaleureux et de plus intime pour mon fils. Chloé regarde sa montre. Benoît, nous devons y aller. Je ne veux pas être en retard pour Geoffrey. Il se lève et Chloé se dirige vers la porte, me saluant à peine de la tête. Benoît s'attarde une seconde. Elle est merveilleuse, n'est-ce pas? Murmure-t-il avec un tel enthousiasme que je ne peux me résoudre à dire ce que je pense vraiment. L'important, c'est que tu sois heureux, je réponds en serrant mon fils dans mes bras. Quand ils partent, je m'assois dans un fauteuil et je fixe longuement la porte fermée. Chloé respire la froideur et la condescendance. Elle a regardé ma maison, ma vie et moi-même comme si j'étais quelque chose de démodé. Et d'indigne d'attention. Pour elle, je ne semble être qu'un vestige gênant du passé de Benoît qu'elle doit supporter. Je me lève et je vais à la fenêtre. Leur voiture a déjà disparu au coin de la rue. La pluie se remet à tomber, coulant sur la vitre et brouillant les contours de la rue grise. Je me sens soudain plus seule que jamais. Mon fils épouse une femme qui méprise tout ce que je suis. Et le pire, c'est qu'il semble être d'accord avec elle. La semaine qui a suivi la rencontre avec Chloé s'est écoulée dans un flou. Je ne pouvais m'empêcher de penser au mariage à venir et au regard froid sur le visage de ma future belle-fille. Je me tournais et me retournais la nuit, imaginant la célébration au domaine de la Rive, une immense salle remplie d'inconnus en vêtements coûteux, parmi lesquels j'aurais l'air d'un vieux corbeau dans une volée d'oiseaux de paradis. Jeudi, Sophie a appelé. Ma fille n'appelle toujours que pour affaires, si elle a besoin de quelqu'un pour garder ses petits-enfants ou pour emprunter de l'argent. Maman, Benoît m'a dit que tu avais rencontré Chloé, a dit Sophie, sa voix trahissant sa curiosité. Comment est-elle? Je me suis assise sur le bord du lit, ne sachant que dire. Je ne pouvais pas décemment dire que ma future belle-fille m'avait regardée comme si j'étais une pièce de musée. Très élégante, ai-je finalement dit, et sûre d'elle. Elle est riche, a dit Sophie, comme si cela expliquait tout. Benoît dit que son père paie pour tout le mariage. Tu imagines? Ils ont commandé un gâteau à 5 000 € et elle a acheté sa robe à Paris pour une somme folle. J'ai secoué la tête, bien que Sophie ne puisse pas le voir. 5 000 € pour un gâteau. Ce serait assez pour que je vive modestement pendant 6 mois. T'a-t-elle invité à l'essayage de la robe? Ai-je demandé. Il y a eu une pause. Non, mais je pense qu'elle est juste très occupée. Tu sais à quel point son père est important? Il possède toute une chaîne de restaurants et leur maison à Écully est immense. Sophie a toujours été attirée par le luxe. Enfant, elle avait honte de nos modestes moyens et rêvait d'une vie riche. Quand elle a épousé Didier, un simple ouvrier du bâtiment, elle semblait avoir accepté son sort. Mais je la surprenais souvent à regarder avec envie les voitures chères et les vitrines des magasins de mode. Oui, Benoît l'a mentionné, ai-je répondu. Écoute, qu'est-ce que je devrais leur offrir pour leur mariage? Je suis sûre qu'ils ont une liste de mariage, n'est-ce pas? Oh, oui. Sophie s'est animée. Chloé a déposé une liste dans un magasin super cher. Tu peux choisir un cadeau sur une liste. Le prix minimum est de 300 €. Mon cœur s'est serré. 300 €, c'était presque la moitié de ma retraite mensuelle. Ne peut-on pas leur offrir quelque chose de fait maison? Ai-je demandé prudemment. Sophie a reniflé. Maman, tu es folle? Ce n'est pas un mariage de campagne. Il y aura des gens importants. Les patrons de Chloé, les partenaires commerciaux de son père. Tu ne peux pas offrir de cadeaux faits maison.
Après avoir parlé à ma fille, je suis restée assise longtemps à regarder par la fenêtre. La pluie s'est transformée en averse, les gouttes tambourinant sur la vitre comme pour essayer de me parler. J'ai pensé à Benoît, à quel point il était petit avec ses taches de rousseur et ses genoux perpétuellement écorchés. Comment il se blottissait contre moi quand il était triste ou malade, comment il m'avait demandé de lui coudre un costume de super-héros pour Halloween. Maintenant, il ressemblait à un étranger dans un costume cher avec de nouvelles manières et une fiancée froide à son bras. Que pouvais-je lui offrir? Quelque chose qui lui rappellerait notre famille, nos racines, l'amour qui avait toujours été plus important que l'argent. Soudain, l'idée m'a frappé. Une courte pointe en patchwork. Pas n'importe laquelle, mais un véritable héritage familial fait de chutes de tissus liées à notre histoire. Le lendemain matin, je suis montée au grenier. Là, dans de vieilles boîtes, se trouvait tout ce que je n'avais pas pu me résoudre à jeter. Les vêtements d'enfance de Benoît et Sophie, des chutes de tissus de projets importants, même la robe de mariée que je m'étais cousue il y a 50 ans. J'ai trié les objets, chacun ravivant des souvenirs. Voici un morceau de la chemise d'Édouard qu'il portait pour aller travailler. Voici un morceau de la première robe d'école de Sophie. Et ceci, du tissu des rideaux qui étaient accrochés dans notre premier appartement. Chaque chute était un morceau de notre histoire familiale. Je suis descendue avec ma brassée de tissu, l'ai étalée sur la table et j'ai commencé à la trier par couleur et par texture. Pour la base de la courte pointe, j'ai décidé d'utiliser un coton ivoire doux, un fond neutre sur lequel les chutes colorées ressembleraient à des pierres précieuses. J'ai acheté tout ce dont j'avais besoin au magasin de tissus de la rue des Pins qui fermait ses portes. La vendeuse, qui me connaissait depuis des années, a souri tristement. Votre dernier projet, Adèle. Un cadeau de mariage pour mon fils, ai-je répondu en choisissant les fils. Comme le temps passe vite, a-t-elle soupiré. Je me souviens quand vous veniez ici avec le petit Benoît. Il demandait toujours les sucettes que je gardais derrière le comptoir. J'ai souri, imaginant comment Chloé aurait grimacé à cette histoire. Pour elle, cela aurait été un autre signe du provincialisme de son fiancé. À la maison, j'ai étalé la base sur le sol et j'ai commencé à disposer les chutes en un motif. Au centre, un morceau de ma robe de mariée. Autour, des morceaux des vêtements d'enfance de Benoît, sa première chemise qu'il a portée à l'école, sa cravate de remise de diplôme. J'ai ajouté des chutes de la couverture que j'utilisais pour le couvrir quand il était malade, des rideaux de sa chambre d'enfant, de la veste d'Édouard qu'il portait pour les grandes occasions. Chaque soir après le dîner, je m'asseyais pour coudre. Mes doigts se souvenaient des mouvements familiers et l'aiguille glissait doucement dans le tissu. J'imaginais Benoît dépliant la couverture à son mariage, voyant tous les patchs et se souvenant de notre histoire familiale. Peut-être que cela lui rappellerait que tout dans la vie ne se mesure pas en argent. Samedi, Benoît a appelé. Maman, j'ai un rendez-vous avec le fleuriste demain. Chloé veut que tu sois là aussi. Mon cœur a bondi de joie. On m'invitait à aider aux préparatifs. Bien sûr, mon chéri. À quelle heure? 9 heures du matin au domaine de la Rive. Tu peux t'y rendre? J'ai réfléchi. Le country club était à 50 km de chez moi. On ne pouvait pas y aller en bus. Je devrais prendre un taxi, ai-je dit, calculant rapidement combien cela coûterait et si je pouvais me le permettre. Ah, d'accord, a dit Benoît, l'air légèrement agacé. J'avais oublié que tu n'as pas de voiture. Écoute, peut-être une autre fois. Ce n'est pas si important. Non, non, je viendrai. Je me suis empressée de l'assurer. Je vais t'appeler un taxi. Bon, si tu es sûr. Il n'avait pas l'air convaincu. Ne sois juste pas en retard. Ok. Chloé attache beaucoup d'importance à la ponctualité. Dimanche, je me suis levée à 5 heures du matin pour me préparer. J'ai porté la même robe bleue. Je n'avais pas d'autres beaux vêtements. J'ai appelé un taxi à l'avance et heureusement, le chauffeur est arrivé à l'heure. Au domaine de la Rive, s'il vous plaît, ai-je dit en montant à l'arrière. Le chauffeur a sifflé. Un mariage? Celui de mon fils, ai-je répondu fièrement. Sur le chemin, je regardais par la fenêtre le paysage qui défilait. Nous avons quitté Saint-Étienne, traversé les banlieues et nous sommes retrouvés au milieu de collines couvertes de pins. Finalement, le taxi a tourné dans une allée bordée de buissons parfaitement taillés. Devant nous est apparu un élégant bâtiment de pierre et de verre. Après avoir payé le chauffeur, le montant sur le compteur m'a fait grincer des dents. J'ai monté les marches de marbre. À l'entrée se tenait un portier en uniforme qui m'a ouvert la porte avec une légère courbette. À l'intérieur,
Tout brillait de luxe. Des lustres en cristal, des sols en marbre, des meubles anciens. Je me suis approchée de la réception, me sentant déplacée dans ma robe bleue délavée. Bonjour, je suis Adèle Lefebvre. Je suis ici pour une réunion concernant le mariage de Benoît Lefebvre et Chloé Lambert. La jeune fille derrière le bureau m'a souri d'un sourire professionnel. Bien sûr, Madame Lefebvre, la réunion est dans le salon rose. Laissez-moi vous y conduire. Nous avons traversé un hall spacieux et nous nous sommes retrouvés devant une porte que la jeune fille m'a ouverte. Dans la pièce aux murs roses et aux grandes fenêtres donnant sur le jardin étaient assis Benoît, Chloé et une femme élégante avec un dossier à la main. Quand je suis entrée, tous les trois se sont tournés vers moi. Maman. Benoît avait l'air surpris. Tu es venu finalement. Bien sûr, mon chéri. J'ai souri, essayant de ne pas montrer à quel point son ton m'avait blessé. J'avais promis. Chloé a souri avec raideur. Adèle, vous êtes juste à l'heure. Nous venons de commencer. Je me suis assise sur le bord du canapé à côté de Benoît. La femme au dossier s'est avérée être une fleuriste, et elle montrait des échantillons d'arrangements floraux pour les tables. Nous pensons à cette composition, a dit Chloé en montrant une photo d'un arrangement exquis, mais plutôt froid, de roses blanches et de branches d'eucalyptus. Très joli, ai-je dit poliment, même si je trouvais l'arrangement sans vie. Peut-être ajouter un peu de couleur, comme des pivoines rose pâle. Elles iraient bien avec votre palette de couleurs. Chloé m'a regardé comme si j'avais suggéré de décorer les tables avec des mauvaises herbes. Les pivoines ne sont pas de saison à cette période de l'année. A-t-elle sèchement répliqué. De plus, c'est trop champêtre. Benoît m'a tapoté le bras. Maman, Chloé a consulté les meilleurs fleuristes. Ils savent ce qu'ils font. J'ai hoché la tête et je ne suis plus intervenue. Au cours de l'heure suivante, les fleurs ont été choisies pour le bouquet de la mariée, la boutonnière et l'arche de la cérémonie, le tout dans la même palette de couleurs froides, blanches et argentées. Après la rencontre avec la fleuriste, Chloé a suggéré de déjeuner au restaurant du club. Nous nous sommes assis à une table près de la fenêtre donnant sur la pelouse impeccablement entretenue et le lac. Alors, Adèle, a commencé Chloé quand le serveur a pris notre commande. Avez-vous pensé à ce que vous allez porter pour le mariage? J'étais embarrassée. Eh bien, j'ai une robe bleu foncé, celle que vous portiez lors de notre première rencontre. Chloé a haussé son sourcil parfaitement épilé. Je crains que ce ne soit pas tout à fait approprié pour une telle occasion. Je pourrais en faire une nouvelle, ai-je suggéré. J'avais l'habitude de faire mes propres robes pour les occasions spéciales. Oh, non. Chloé a secoué la tête. Tout le monde doit être parfait pour mon mariage. J'ai pris rendez-vous avec un styliste pour la semaine prochaine. Il vous trouvera quelque chose de convenable. J'ai senti que je rougissais. Donc, ma vieille robe et mes talents de couturière n'étaient pas assez bons pour son mariage. C'est très gentil de votre part, Chloé, mais je ne peux pas me le permettre. Ne vous inquiétez pas pour l'argent, a-t-elle interrompu. C'est un cadeau de Benoît et de moi. J'ai regardé mon fils, m'attendant à ce qu'il intervienne, à ce qu'il dise que je pouvais porter ce que je voulais ou coudre ma propre robe. Mais il a juste hoché la tête en accord avec Chloé. Chloé a raison, maman. Tu dois avoir l'air approprié. Appropriée? Pas belle. Pas élégante, mais appropriée, comme un meuble qui doit s'intégrer dans le tableau d'ensemble. Après le déjeuner, Benoît a proposé de me montrer où aurait lieu la cérémonie. Une belle pelouse. Surplombant le lac. Mais Chloé a regardé sa montre et a annoncé qu'il était temps de partir. Elle avait rendez-vous avec un joaillier pour discuter des alliances. Et pour maman? A demandé Benoît. Elle doit appeler un taxi pour rentrer en ville. Oh, a dit Chloé, l'air agacé. J'avais oublié ça. Benoît, pourrais-tu demander au concierge d'appeler un taxi? Je suis rentrée à la maison le cœur lourd et le portefeuille vide. Le voyage m'avait coûté près de 100 €. De l'argent que j'avais économisé pour les médicaments. Mais le pire était le sentiment que j'étais une pièce rapportée à ce mariage, que ma présence ne faisait qu'agacer ma future belle-fille et embarrasser mon propre fils. Mais le travail sur la courte pointe m'apportait du réconfort. Chaque soir, j'ajoutais de nouveaux patchs, les cousant ensemble pour créer un motif rempli de sens et d'histoire. J'ai cousu une petite étiquette sur chaque patch avec la date et une description de l'événement auquel il était associé. Chemise de Benoît. Premier jour d'école, 1992. Cravate d'Édouard. Nos noces d'argent, 2001. Robe de Sophie. Son bal de promo, 1988. Une semaine plus tard, Benoît a appelé.
Maman, nous avons une dégustation du menu du mariage mercredi prochain à 19 heures. Chloé voulait que tu viennes. J'ai hésité. Un autre voyage au domaine de la rive. Un autre taxi que je ne pouvais pas me permettre. Mon chéri, j'ai généralement un rendez-vous chez le médecin le mercredi. C'est une consultation importante. Je ne peux pas la manquer. Oh. Benoît semblait à la fois déçu et soulagé. Bon, tant pis. Chloé voulait juste que tu donnes ton avis aussi. Mais si tu ne peux pas, peut-être pourrions-nous reporter la dégustation à un autre jour, ai-je demandé avec espoir. Non, ce n'est pas possible, a répondu rapidement Benoît. Tout est déjà organisé. Le chef vient de Lyon spécialement. Ne t'inquiète pas, on trouvera quelque chose de délicieux. Après cette conversation, j'ai commencé à remarquer un schéma. Chloé programmait les réunions de mariage à des moments où je ne pouvais définitivement pas y assister. Quand j'avais des rendez-vous chez le médecin ou à la banque, ce dont j'avais parlé à Benoît, et si je me présentais, mes suggestions et mes idées étaient poliment mais fermement rejetées. Benoît devenait de plus en plus distant. Il avait l'habitude d'appeler au moins une fois par semaine. Maintenant, c'était une fois toutes les 2 semaines, et la conversation était toujours courte. Il était toujours pressé, toujours occupé par les préparatifs du mariage ou le travail. Quand je demandais les détails de la célébration, il répondait évasivement, « Chloé s'occupe de tout. Elle est meilleure pour ces choses-là. » Un jour, j'ai proposé de faire des biscuits d'une recette familiale pour les cadeaux des invités, des petits cadeaux que les invités reçoivent au mariage. C'étaient des lunettes de roman, que Benoît adorait quand il était enfant. « Maman, c'est gentil, mais Chloé a déjà commandé des macarons personnalisés de la meilleure pâtisserie de Lyon, a-t-il répondu. De plus, je ne pense pas que tu puisses faire 200 biscuits. Je voulais dire que je le pouvais, que j'avais cuisiné pour les kermesses de l'école, pour les fêtes de l'église, pour les voisins, que ce serait une partie de moi à leur mariage. Mais je me suis tue quand j'ai vu l'expression de son visage, un mélange de pitié et d'embarras. Le travail sur la courte pointe progressait. J'ai ajouté les touches finales. J'ai brodé les noms de Benoît et Chloé au centre, entourés d'un motif de petits cœurs. Pour le dos, j'ai choisi une polaire douce de couleur champagne, une des couleurs du mariage. J'ai bordé les bords avec un ruban de satin de la même teinte. Quand la courte pointe a été terminée, je l'ai étalée sur le lit et l'ai regardée longuement. Chaque point était parfait, chaque patch à sa place. Ce n'était pas juste une courte pointe. C'était l'histoire de notre famille cousue de mes propres mains. Une histoire que je voulais transmettre à mon fils et à sa future femme pour qu'elle devienne une partie de leur nouvelle vie. J'ai soigneusement plié la courte pointe et l'ai emballée dans une grande boîte, l'enveloppant dans du papier de soie. Dessus, j'ai placé une carte avec les mots « Avec tout l'amour de maman. Que cette courte pointe vous réchauffe autant que l'amour réchauffe mon âme. » 2 semaines avant le mariage, Benoît est venu à l'improviste chez moi. Il avait l'air fatigué et nerveux. « Maman, nous devons parler du mariage, » a-t-il dit, assis à la table de la cuisine et faisant tourner une tasse de thé entre ses mains. « Chloé pense que tu te sentiras mal à l'aise assise à la table d'honneur. » J'ai figé. « Que veux-tu dire ? » Eh bien, les parents de Chloé seront assis à la table d'honneur avec sa sœur et son mari, qui est un sénateur, au fait, et quelques autres personnes très importantes. Chloé craint que tu ne te sentes pas à ta place. Où suggères-tu que je m'assoie ? Ai-je demandé doucement. Benoît n'a pas osé me regarder dans les yeux. Il y a une jolie table près de la scène. Les cousins de Chloé et quelques autres invités y seront assis. C'est un endroit très confortable, vraiment. J'ai senti quelque chose de froid me serrer le cœur. La mère du marié n'était pas assise à la table principale. On m'envoyait quelque part sur le côté pour que je n'embarrasse pas les invités importants avec mon apparence et mes manières simples. Benoît, ma voix a tremblé. Je suis ta mère. Je devrais être assise à côté de toi un jour si important. Mon fils a finalement levé les yeux vers moi et j'ai pu voir l'irritation dans ses yeux. Maman, tu ne comprends pas. Ce n'est pas un mariage typique dans une salle paroissiale avec un dîner de poulet. Il y aura des gens importants qui détermineront la carrière de Chloé. Tout doit être parfait. Et je ne suis pas parfaite, ai-je terminé pour lui. Benoît a soupiré. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste, tu dois comprendre, ce mariage est un événement social important pour Chloé. Elle a tout planifié et tout doit se dérouler sans accroc. J'ai regardé mon fils et je ne l'ai pas reconnu. Où était le garçon qui courait vers moi avec ses genoux écorchés? Qui était fier que je couse son costume d'Halloween quand les autres enfants achetaient les leurs au magasin?
qui disait qu'il n'aurait jamais honte de ses racines. D'accord, ai-je dit, sentant quelque chose se briser en moi. Je m'assiérai où Chloé me le dira. Benoît a poussé un soupir de soulagement et a rapidement changé de sujet, parlant de son travail. Il est resté une demi-heure de plus et est parti sans même demander comment je me sentais ou si j'avais besoin d'aide. Quand il est parti, je suis restée assise, immobile, pendant un long moment, fixant la boîte avec la couverture dans le coin de la pièce. Toute ma vie, j'avais donné à mes enfants tout ce que je pouvais, de l'amour, du temps, de l'argent. J'ai cousu leurs vêtements, préparé leurs repas, les ai aidés avec leurs devoirs et les ai soutenus dans les moments difficiles. Et maintenant, mon fils a honte de moi, me cachant de sa nouvelle famille comme une vieille chose gênante qu'il est trop bon de jeter, mais trop embarrassant de montrer aux invités. Je me suis approchée de la boîte et j'ai passé la main sur le couvercle. Avais-je mis trop de sens dans ce cadeau? Chloé comprendra-t-elle que ce n'est pas juste une courte pointe en patchwork, mais l'histoire de la famille qu'elle rejoint? Ou le regardera-t-elle avec le même regard froid qu'elle a posé sur ma maison, ma robe bleue, toute ma vie? Quelque chose me disait que la dernière option était plus probable, mais j'apporterais quand même ce cadeau au mariage. Parce que malgré tout, j'espérais encore pouvoir atteindre le cœur de mon fils, lui rappeler qui il était et d'où il venait, et peut-être, juste peut-être, Chloé verrait aussi cette couverture comme plus qu'un simple cadeau démodé, mais comme un symbole de la famille qui deviendrait maintenant la sienne aussi. Le jour du mariage était étonnamment ensoleillé pour Saint-Étienne, où même en été le ciel est généralement couvert. Je me suis réveillée avec les premiers rayons de soleil. Même si mon réveil était réglé sur 7 heures, je ne pouvais pas dormir. Je me suis tournée et retournée toute la nuit, imaginant la journée à venir et ressassant sans cesse comment j'allais offrir le cadeau. La veille, j'avais reçu un message de la wedding planée avec une liste détaillée des endroits où je devais être et quand. La cérémonie devait commencer à 15 heures, mais je devais arriver à midi pour une séance de photos de groupe. Me préparer à occuper mon temps, mais pas mes pensées. Mes mains faisaient automatiquement les gestes habituels, me laver le visage, me maquiller légèrement, me coiffer, mais mon esprit était loin. J'ai enfilé une nouvelle robe, turquoise foncée avec des manches longues et un décolleté modeste. C'était le résultat de cette rencontre avec le styliste que Chloé avait arrangé. Quand j'ai vu l'étiquette de prix, j'ai failli m'évanouir. Elle coûtait plus que ma retraite mensuelle. Chloé a insisté pour que Benoît paie, et je l'ai vu grimacer en sortant sa carte de crédit. Je n'aimais pas la robe. Elle était trop formelle, trop froide. Mais je n'avais pas le choix. À 11 heures, la sonnette a retenti. Un jeune homme en costume se tenait sur le seuil. Madame Lefebvre, je suis envoyée par Monsieur Benoît. Il m'a demandé de vous conduire au mariage. J'ai hoché la tête, reconnaissante de ne pas avoir à dépenser de l'argent pour un taxi. J'ai attrapé mon sac à main et une grande boîte emballée dans un beau papier cadeau avec des cœurs argentés. Laissez-moi vous aider, a dit le chauffeur en prenant la boîte, et nous sommes sortis vers une voiture noire garée devant la maison. Tout le trajet jusqu'au domaine de la Rive, j'ai regardé par la fenêtre, observant le paysage passer des rues de la ville au quartier de banlieue et enfin aux collines soignées avec de parfaites maisons de campagne. Mon cœur battait la chamade. Malgré tous les moments désagréables pendant les préparatifs, j'espérais encore que quelque chose changerait aujourd'hui. Que Benoît, en me voyant dans la foule des invités, se souviendrait de qui j'étais pour lui, que ma couverture ferait fondre la glace dans le cœur de Chloé, et qu'elle comprendrait que la famille ne se résume pas au statut et à l'argent. Le country club avait l'air encore plus impressionnant que la dernière fois. L'allée était décorée de rubans blancs et de ballons argentés. Des vases élégants avec des roses blanches se tenaient à l'entrée. Un portier en gants blancs a ouvert la portière de la voiture et m'a aidé à sortir. Bienvenue au domaine de la Rive, madame. Le chauffeur a remis la boîte avec la couverture à un employé du club qui l'a emporté dans la salle des cadeaux. Je me suis sentie un peu nerveuse en laissant partir mon cadeau, mais je me suis rappelé que tout irait bien aujourd'hui. Dans le hall, j'ai été accueillie par une jeune fille avec une tablette, l'assistante de la wedding planée. Madame Lefebvre, nous vous attendions. Les mariés sont dans des pièces séparées pour se préparer à la cérémonie. La séance de photos de famille commencera dans 20 minutes dans la roseraie. Je vais vous montrer le chemin. On m'a conduite dans une petite pièce où les parents de Chloé étaient déjà réunis. Un grand homme aux cheveux gris avec un regard autoritaire et une femme élégante à la coiffure impeccable. Sa sœur et son mari et plusieurs autres parents, tous vêtus de vêtements coûteux et avec des manières impeccables. Madame Lambert m'a jeté un regard rapide et appréciateur et a hoché légèrement la tête. Adèle, je suis ravie de vous rencontrer enfin. Chloé m'a tant parlé de vous.
Je doutais que Chloé m'ait même mentionné dans une conversation avec ses parents, mais j'ai souri poliment. De même, Madame Lambert. Appelez-moi Viviane, s'il vous plaît. A-t-elle dit sur un ton qui montrait clairement que ce n'était qu'une formalité, et qu'elle ne s'attendait pas à ce que j'utilise réellement son prénom. Monsieur Lambert n'est même pas venu me dire bonjour, il m'a juste fait un signe de tête de loin, continuant sa conversation avec le mari de la sœur de Chloé, le sénateur dont Benoît avait parlé. Je me sentais invisible. Personne ne m'a interrogé sur Benoît, sur notre famille, sur la façon dont je vivais cette journée importante. Je me tenais dans un coin de la pièce avec un verre d'eau. Tout le monde buvait du champagne et observait ces gens si étrangers et si éloignés de mon monde. Quand l'heure de la séance photo est arrivée, on nous a conduits dans le jardin où le photographe attendait. Bientôt, Chloé est apparue, éblouissante dans une robe d'un célèbre créateur avec une coiffure et un maquillage parfait. À côté d'elle se tenait Benoît, si beau dans son costume que mon cœur s'est gonflé de fierté. « Maman !» Il s'est approché et m'a serré rapidement dans ses bras. « Tu es magnifique. »« Merci, mon chéri. Toi aussi, tu es très beau. » Chloé s'est approchée de nous et son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Adèle, je suis contente que vous ayez pu venir. Votre robe est appropriée. » La séance photo a duré plus d'1 heure. Ils ont pris des photos de Chloé avec ses parents, de Benoît avec moi, des 2 familles ensemble. J'ai remarqué que sur les photos de groupe, on me plaçait toujours sur le bord, comme si je n'étais pas une figure centrale, la mère du marié, mais juste une autre parente. Lorsque le photographe a demandé si quelqu'un d'autre voulait des photos individuelles, la mère de Chloé a prévu une 12aine de combinaisons supplémentaires avec sa famille. Personne n'a suggéré de prendre une photo de moi avec Benoît, juste nous 2, mère et fils. Après la séance photo, les invités ont commencé à arriver. Ils étaient nombreux, environ 200 personnes, comme l'avait dit Chloé. Des hommes et des femmes élégants dans des tenues coûteuses avec des coiffures impeccables et des bijoux qui valaient une fortune. Je me tenais à l'entrée de la salle de cérémonie et les gens passaient sans même me remarquer. Bientôt, la même assistante organisatrice est apparue et m'a conduite à ma place au premier rang, mais sur le bord, près de l'allée. Les parents de Chloé étaient assis au centre, et il y avait plusieurs sièges vides entre nous, comme une frontière invisible entre nos mondes. La cérémonie était belle, mais froide, comme tout le reste dans ce mariage. Des roses blanches, des rubans argentés, un éclairage parfait. Chloé a remonté l'allée au bras de son père, le visage rayonnant de fierté. Benoît l'attendait sous l'arche, et quand il s'est tourné pour regarder la mariée, j'ai vu une telle adoration dans ses yeux que j'ai oublié pendant une seconde tout mon ressentiment. Les vœux avaient été écrits par un professionnel. Des phrases parfaites sur le partenariat, le respect et un avenir commun. Pas un mot sur l'amour inconditionnel, sur le fait de surmonter les difficultés ensemble, sur le fait que la famille est un endroit où l'on peut toujours revenir. Tout cela ressemblait plus à un plan d'affaires qu'au début d'une vie de famille. Après la cérémonie, les invités ont été conviés à un cocktail pendant que les jeunes mariés prenaient quelques photos supplémentaires. J'ai erré parmi les étrangers en tenant un verre de jus d'orange. Je n'ai jamais aimé l'alcool, me sentant comme un fantôme à la fête de quelqu'un d'autre. Finalement, le dîner a été annoncé et tout le monde est entré dans la salle principale. On m'a montré ma table, non pas à la table d'honneur où étaient assis les jeunes mariés, les parents de Chloé et les invités importants, mais à la table numéro 7, avec des parents éloignés de la mariée et quelques collègues de Benoît. Le dîner était exquis. Des plats dont je pouvais à peine prononcer le nom, des vins de région dont je n'avais jamais entendu parler. Les gens à ma table m'ont salué poliment, mais sont rapidement retournés à leur conversation sur la politique, les investissements et les voyages dans des pays exotiques. J'ai mangé en silence, levant occasionnellement les yeux vers la table d'honneur où Benoît était assis à côté de Chloé, bavardant avec animation avec son père. Après le dîner, la danse a commencé. La première danse des jeunes mariés était impeccablement répétée. Chloé et Benoît glissaient sur la piste de danse comme des danseurs professionnels. Puis Chloé a dansé avec son père, et Benoît a invité sa mère à danser. Je suis restée assise à ma table, attendant que mon fils vienne m'inviter à danser. N'est-ce pas comme ça que ça devait se passer? La mère du marié n'était-elle pas censée danser avec son fils à son mariage? Mais Benoît n'est pas venu. Après avoir dansé avec la mère de Chloé, il est retourné auprès de sa femme et de ses invités sans même jeter un regard dans ma direction. Quand la danse générale a commencé, j'ai décidé qu'il était temps pour le cadeau. Je savais qu'il n'y avait pas de remise de cadeaux formelle prévue. Les invités laissaient leurs cadeaux sur une table spéciale à l'entrée, et les jeunes mariés étaient censés les ouvrir plus tard à la maison, mais ma courte pointe était spéciale.
Je voulais la lui donner personnellement, expliquer sa signification et raconter l'histoire derrière chaque morceau de tissu. Je me suis approchée de l'organisatrice et j'ai demandé où était ma boîte. Quelques minutes plus tard, on me l'a apportée. Je l'ai prise et, rassemblant mon courage, je me suis dirigée vers la table principale où Benoît et Chloé discutaient avec animation avec les invités. Benoît, ai-je appelé doucement. Mon fils s'est retourné et un air de surprise a traversé son visage, remplacé par une légère irritation. Maman, quelque chose ne va pas? Je voulais vous donner, à toi et à Chloé, mon cadeau en personne, ai-je dit en tendant la boîte. C'est un cadeau spécial, et je voulais l'expliquer. Oh, c'est adorable, a interrompu Chloé en souriant avec raideur. Il ne fallait pas vous donner cette peine, Adèle. Tous les cadeaux sont rassemblés à l'entrée. Je sais, mais celui-ci est spécial, ai-je dit avec obstination, en tendant la boîte. Je l'ai fait moi-même. Benoît a pris maladroitement la boîte et l'a posée sur la table. Merci, maman. Nous l'ouvrirons plus tard avec le reste des cadeaux. Non, s'il te plaît, ouvre-la maintenant, ai-je insisté. Je veux vous en parler. Chloé m'a regardé avec une irritation mal dissimulée. Mais Benoît, décidant apparemment qu'il était plus facile d'accepter que de discuter, a commencé à déballer le paquet. Quand il a enlevé le couvercle et déplié le papier de soie, ma courte pointe est apparue. Une œuvre d'art dans laquelle j'avais mis mon cœur et mon âme. Cousue à partir de chutes de notre histoire familiale, avec des noms brodés au centre et de petites étiquettes racontant l'histoire de chaque pièce. C'est une courte pointe en patchwork, ai-je dit, en essayant de cacher l'excitation dans ma voix. Je l'ai cousue à partir de morceaux liés à notre histoire familiale. Voici un morceau de ta première chemise d'école, Benoît. Et voici un morceau du costume de ton père qu'il portait à notre mariage. Chaque pièce a une histoire, et je l'ai tout noté sur les étiquettes. Je parlais et parlais, montrant différentes parties de la courte pointe. Mais j'ai alors remarqué l'expression sur le visage de Chloé. Elle regardait la courte pointe comme si j'avais placé quelque chose de dégoûtant devant elle. Mon Dieu, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde autour de nous entende? Qui a besoin de cette vieillerie démodée? J'ai figé, les mots coincés dans ma gorge. Un petit groupe d'invités s'est rassemblé autour de nous, attiré par l'exclamation de Chloé. Je pensais que tu nous offrirais quelque chose de normal, a poursuivi Chloé, sans baisser le ton. Quelque chose de notre liste de mariage. Ça, on dirait que ça sort d'une friperie. L'un des invités a gloussé doucement. J'ai senti mon visage s'empourprer. Chloé, a commencé Benoît d'une voix incertaine. Maman a fait beaucoup d'efforts. C'est un héritage familial, ai-je interrompu, essayant de garder ma dignité. Chaque pièce fait partie de notre histoire. Je pensais que nous allions garder ça dans notre maison. A de nouveau interrompu Chloé, se moquant maintenant ouvertement. À côté de nos meubles de designer? Je suis désolée, Adèle, mais c'est complètement déplacé dans notre maison. Je suis restée là, ne sachant que dire. Tout autour de moi semblait s'arrêter. La musique continuait de jouer. Les gens continuaient de danser. Mais pour moi, le temps s'est figé dans ce moment terrible. Benoît a regardé la couverture avec une expression d'embarras et de honte sur le visage. Il ne m'a pas défendu. Il n'a pas dit à Chloé qu'elle dépassait les bornes. Au lieu de cela, il a rapidement replié la couverture dans la boîte et a refermé le couvercle comme pour cacher l'épreuve. Maman, a-t-il dit doucement. Allons parler ailleurs. Il m'a pris par le coude et m'a éloigné de la table principale, loin des regards indiscrets. Nous sommes sortis dans le couloir vide, et c'est là que son visage a changé. C'était quoi, ça? A-t-il demandé avec colère. Pourquoi as-tu fait une scène pareille? Une scène. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je voulais juste vous faire un cadeau spécial. Ça nous a fait passer pour des idiots. Benoît a presque sifflé. Tu as vu comment les invités nous regardaient? Ce sont tous des gens de la haute société, maman. Il y avait le patron de Chloé, les partenaires de son père. Et toi, tu apportes ça, une courte pointe, ai-je terminé pour lui. Une courte pointe en patchwork que j'ai mis 2 mois à coudre, y mettant mon cœur et mon âme. C'est inapproprié, a lâché Benoît. Nous ne vivons pas dans un village, maman. Nous avons une maison moderne avec des meubles chers. Où allons-nous mettre ta courte pointe? Dans le placard? Des larmes me sont montées aux yeux, mais je les ai retenues. Je ne voulais pas lui donner une raison de m'accuser de provoquer une autre scène. Je pensais que tu apprécierais notre histoire familiale.
Des morceaux de ton enfance. Mon enfance, c'est du passé, a dit Benoît avec une cruauté inattendue. Je ne suis plus le garçon qui portait des chemises que sa mère lui cousait. J'ai une vie différente, des standards différents. Il a passé la main dans ses cheveux, essayant clairement de se calmer. Maman, tu n'aurais rien dû donner, a-t-il finalement dit. Tu m'as juste mis dans l'embarras devant tout le monde. Ces mots m'ont frappé plus fort qu'une gifle. J'ai regardé mon fils, l'homme que j'avais élevé, que j'aimais plus que la vie elle-même, et je ne l'ai pas reconnu. Je m'en vais, ai-je dit doucement. Où ça? A froncé les sourcils Benoît. On va couper le gâteau, puis il y a la danse. Je suis fatigué, ai-je menti. Et je dois prendre mes médicaments. Je vais t'appeler un taxi. Tu ne peux pas partir en avance, a-t-il objecté. Que vont penser les invités? À en juger par les apparences, personne ne remarquera même que je suis parti, ai-je répondu amèrement. Je me suis retourné et j'ai marché vers la sortie sans regarder en arrière. Benoît ne m'a pas suivi ni essayé de m'arrêter, ce qui m'a fait encore plus mal. Dans le hall, j'ai demandé à la réceptionniste de m'appeler un taxi. En attendant, je me suis tenu près de la fenêtre, regardant le jardin bien entretenu baigné d'une douce lumière du soir. Quelque part là-bas, dans la salle de banquet, mon fils et sa nouvelle femme continuaient de célébrer leur mariage sans moi, et ma couverture avait probablement déjà été enlevée pour ne pas embarrasser les invités. Le taxi est arrivé rapidement. En montant dans la voiture, j'ai jeté un dernier regard sur le majestueux bâtiment du club. La musique, les rires et le cliquetis des verres s'entendaient même ici. La fête continuait, et je rentrais chez moi, seul, humilié et le cœur brisé. Sur le chemin du retour, j'ai regardé par la fenêtre, mais je ne voyais pas le paysage qui défilait. Je voyais le visage de Chloé tordu de mépris et celui de Benoît, rouge de honte. Maman, tu n'aurais rien dû donner. Tu m'as juste mis dans l'embarras. Ces mots tournaient en boucle dans ma tête comme un disque rayé. Quand le taxi s'est arrêté devant ma maison, j'ai payé le chauffeur avec le dernier argent de mon portefeuille. Je n'ai même pas demandé de reçu. Quelle différence cela faisait-il maintenant? J'ai lentement monté les marches du Porsche, ouvert la porte et suis entré dans la maison sombre et vide. Je n'ai pas allumé les lumières. J'ai enlevé les chaussures inconfortables que j'avais achetées spécialement pour le mariage, et sans me changer, je me suis enfoncé dans mon vieux fauteuil. Le silence m'a enveloppé comme une couverture chaude, comme cette couverture que j'avais cousue avec tant d'amour et qui s'était avérée être une vieillerie démodée. Les larmes ont finalement percé, et je les ai laissées couler librement. J'ai pleuré pour le fils que j'avais perdu, pour les espoirs qui avaient été anéantis, pour les années passées à donner à mes enfants tout ce que je pouvais, pour qu'ils grandissent et aient honte de moi. Assise dans le noir, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Aujourd'hui était le point de non-retour. Quelque chose s'était irrévocablement brisé entre mon fils et moi, et aucune courte pointe en patchwork cousu de morceaux du passé ne pourrait le réparer. Les premiers jours après le mariage se sont écoulés dans un état second. Je quittais à peine la maison et ne répondais pas au téléphone. Bien que, pour être honnête, il n'y avait presque pas d'appel. Je regardais de vieilles photos, me souvenant des jours où Benoît était petit et me regardais comme si j'étais la personne la plus importante au monde. Sophie n'a appelé que le 4e jour après le mariage. J'ai entendu dans sa voix qu'elle savait ce qui s'était passé. « Maman, comment vas-tu » a-t-elle demandé sans grand intérêt. « Bien, ai-je menti. Comment s'est passée la fin du mariage ?»« Oh, incroyable !» Sophie s'est immédiatement animée. Le gâteau était incroyable, et quel spectacle ils ont organisé. Des musiciens invités, des feux d'artifice sur le lac. Chloé sait vraiment comment organiser un événement. Je suis restée silencieuse et après une pause, ma fille a ajouté d'une voix incertaine. J'ai entendu dire que tu es parti tôt. Il s'est passé quelque chose. J'aurais pu lui dire. J'aurais pu partager la douleur que son frère et sa nouvelle femme m'avaient causée, mais quelque chose me disait que Sophie prendrait leur parti. Elle avait toujours admiré la richesse et le statut qu'elle n'avait jamais eu. Je ne me sentais pas bien, ai-je dit. J'ai dû partir. Je vois, a-t-elle dit, sa voix soulagée de ne pas avoir à discuter du sujet désagréable. Écoute, j'ai une faveur à te demander. Didier et moi allons chez ses parents pour le week-end, et les enfants ne veulent pas y aller. Peuvent-ils rester avec toi de vendredi à dimanche? Quelque chose s'est resserré en moi. Les enfants ne voulaient pas y aller, alors il fallait les laisser à leur grand-mère. Pas de demande sur mon état après ce qui s'était passé au mariage. Pas d'offre d'aide. Juste directement la demande. Bien sûr, ai-je répondu automatiquement.
Ils peuvent venir. Vendredi matin, j'ai commencé à me préparer pour l'arrivée des petits-enfants. J'ai fait leurs biscuits aux pépites de chocolat préférés, et j'ai acheté des provisions pour le déjeuner et le dîner. Emma, ma petite fille de 16 ans, était indifférente à ma cuisine, préférant commander de la nourriture à livrer. Mais Mika, qui avait 14 ans, aimait toujours mes crêpes au petit déjeuner. Personne n'est arrivé pour le dîner. J'ai appelé Sophie, mais elle n'a pas répondu. À 15 heures, la sonnette a retenti. Emma et Mika se tenaient sur le seuil avec leur sac à dos, mais sans leurs parents. « Salut, mamie », a marmonné Mika en passant devant moi pour entrer dans la maison. Emma a juste hoché la tête, toujours les yeux rivés sur son téléphone, et a suivi son frère. « Où est votre mère ?» ai-je demandé en regardant par la fenêtre. « Elle nous a déposés et est partie », a répondu Mika, ouvrant déjà le réfrigérateur. « Leur avion part dans 2 heures. » Ils étaient pressés. Je suis restée dans l'embrasure de la porte, n'en croyant pas mes oreilles. Sophie n'était même pas entrée pour dire bonjour. Elle a juste déposé les enfants comme des paquets et est partie. Va-t-elle au moins appeler pour s'assurer que vous êtes bien arrivés ? Ai-je demandé. Emma a reniflé, toujours les yeux sur son écran. Elle a écrit dans le chat familial qu'elle nous avait déposés. Au fait, ton Wi-Fi fonctionne ? J'ai besoin de télécharger une vidéo. Le week-end avec mes petits-enfants s'est avéré être un défi. Emma quittait à peine la chambre que je lui avais préparée, ne descendant qu'occasionnellement pour prendre quelque chose à manger avant de disparaître à nouveau à l'étage. Mika a passé des heures à jouer à des jeux vidéo sur son ordinateur portable, me répondant sèchement quand je suggérais que nous allions nous promener ou jouer à un jeu de société. « Mamie, c'est ennuyeux », a-t-il dit en roulant des yeux. Plus personne ne joue aux jeux de société. Samedi soir, alors que je préparais le dîner, Mika est entré dans la cuisine. Je pouvais dire à son expression qu'il voulait quelque chose. « Mamie », a-t-il commencé d'un ton inhabituellement doux. « Tu m'aimes, n'est-ce pas ? » « Bien sûr que je t'aime, mon chéri », ai-je répondu en continuant à couper les légumes. « Alors je voulais te demander. Tu vois, le nouvel iPhone est sorti, et tout le monde à l'école en a un, et le mien est vraiment vieux. » J'ai posé le couteau et je me suis tournée vers mon petit-fils. « Mika, un nouvel iPhone coûte plus de 1 000 €. C'est presque 2 de mes retraites. Mais tu peux prendre un crédit, s'est-il exclamé. Maman a dit que tu as un bon historique de crédit et que tu peux facilement obtenir un prêt. J'ai eu l'impression d'avoir été aspergée d'eau froide. Sophie avait discuté de mon historique de crédit avec son fils et de la possibilité de prendre un crédit pour son téléphone. Mika, je ne peux pas prendre de crédit pour un téléphone. Je dois payer pour la maison, pour les médicaments. Le visage de mon petit-fils s'est tordu de colère. Tu te fiches de moi, a-t-il crié. Toutes les grand-mères aident leurs petits-enfants, mais toi, tu ne penses qu'à toi. Mika, ce n'est pas juste. Je t'ai toujours aidé quand je le pouvais. Mais 1 000 €, c'est trop d'argent. Tu n'es qu'une vieille avare, a-t-il lâché avant de sortir de la cuisine en claquant bruyamment la porte. Je suis restée là, la main sur la poitrine, sentant mon cœur battre la chamade. Une vieille avare. C'est ainsi que mon propre petit-fils me voit. Dimanche, Sophie n'est pas venue chercher les enfants. Au lieu de cela, elle a envoyé un message. On est en retard. Va chercher les enfants à l'école demain et garde-les encore une nuit. Merci, maman. Pas de question de savoir si je pouvais le faire. Pas de s'il te plaît. Juste un ordre. Comme si j'étais une nounou engagée, pas une femme âgée aux articulations douloureuses qui avait du mal à se rendre à l'école de ses petits-enfants dans un autre quartier de la ville. Quand les enfants sont finalement partis mardi soir, Sophie n'est pas entrée à nouveau, elle a juste klaxonné depuis la rue. Je me suis assise dans mon fauteuil, me sentant étrangement vide. Autrefois, après les visites de mes petits-enfants, je me sentais agréablement fatiguée et chaleureuse. Maintenant, il ne restait que de l'amertume. 2 semaines après le mariage, j'ai croisé Françoise Dubois, mon ancienne collègue de l'atelier, au supermarché. Elle avait l'air embarrassée quand elle m'a vue, ce qui m'a rendue méfiante. « Adèle, ma chère, comment vas-tu » a-t-elle demandé en me serrant dans ses bras. « Bien », ai-je répondu, déjà habituée à mentir en réponse à cette question. J'ai entendu parler du mariage, a commencé prudemment Françoise. Mon neveu travaille pour le service de nettoyage du domaine de la Rive. Je me suis tendue, attendant qu'elle continue. Il a raconté une histoire étrange, Françoise a baissé la voix, à propos d'une courte pointe en patchwork que quelqu'un a jetée dans une benne à ordures après un mariage. Mon cœur s'est arrêté. Quoi ?
Ai-je chuchoté. Il l'a remarquée parce qu'elle était trop belle pour être un déchet. Il a voulu la prendre, mais le directeur ne l'a pas laissé prendre quoi que ce soit dans les poubelles. Il a dit que les noms Benoît et Chloé y étaient brodés. Ce n'est pas la courte pointe que tu as faite pour ton fils, n'est-ce pas? Je me souviens que tu en parlais. Françoise continuait de parler, mais je ne l'entendais plus. Je pouvais l'imaginer. Ma couverture dans laquelle j'avais mis tant d'amour, de souvenirs et de travail, gisant parmi les ordures dans une benne. Il ne l'avait même pas donnée à une œuvre de charité ou à quelqu'un qui pourrait l'utiliser. Il l'avait juste jetée comme un déchet inutile. Adèle. Adèle, ça va? La voix de Françoise semblait lointaine. Oui. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai juste eu un petit vertige. Tout va bien. Oh mon Dieu, je n'aurais rien dû dire. Françoise avait l'air coupable. J'ai juste pensé que tu devrais savoir. C'est bon. J'ai forcé un sourire. Merci de me l'avoir dit. Quand je suis rentrée à la maison, je suis restée assise, immobile, dans le noir pendant un long moment. Je n'ai pas pleuré. Il n'y avait plus de larmes. J'ai juste senti quelque chose en moi mourir complètement. L'espoir que Benoît changerait d'avis, que Chloé s'adoucirait, qu'il comprendrait la valeur des liens familiaux. Ils avaient jeté ma couverture à la poubelle. Ils avaient jeté une partie de mon âme, notre histoire familiale, mon amour. Ils n'avaient même pas pris la peine de mentir et de dire qu'ils l'avaient gardé quelque part, qu'ils appréciaient mon travail. Les jours suivants, j'ai vécu dans un état second, agissant par automatisme. Je buvais du café le matin, j'allais au magasin, je préparais les repas, mais à l'intérieur, j'étais vide. Benoît n'a pas appelé. Bien sûr, lui et Chloé étaient partis en lune de miel, une croisière en Méditerranée, dont il avait parlé avant le mariage, mais il aurait pu au moins envoyer un message, une carte postale, n'importe quoi. Mon anniversaire approchait, mes 68 ans. Autrefois, les enfants venaient toujours, même pour un court moment, amenaient les petits-enfants et m'offraient des cadeaux symboliques. Nous mangions le gâteau que je faisais moi-même, et pendant quelques heures, je me sentais comme le centre de la famille. Cette fois, j'ai décidé de ne faire aucune préparation spéciale. J'ai acheté un petit cheesecake dans une pâtisserie. Pourquoi faire un grand gâteau s'il n'y a personne pour le manger? Sophie a appelé la veille de la fête. Maman, je suis désolée, mais nous ne pourrons pas venir demain. Emma a une compétition et Mika passe la nuit chez un ami. Didier travaille tard. On t'appellera pour te souhaiter un joyeux anniversaire. D'accord. J'ai dit que c'était bien, que je comprenais. Et je comprenais. Pas leurs emplois du temps chargés, mais le fait que je n'étais tout simplement pas une priorité dans leur vie. Le jour de mon anniversaire, le téléphone est resté silencieux jusqu'à l'heure du déjeuner. Puis un message de Sophie est arrivé. Joyeux anniversaire, maman. Désolée, je suis très occupée. Je t'appelle ce soir. Elle n'a pas appelé. Il n'y a eu ni appel ni message de Benoît. Je me suis assise à la table de la cuisine devant un cheesecake avec une seule bougie. Pourquoi en mettre 68? Je fixais l'écran de mon téléphone. Même Mika, qui envoyait généralement un message, manifestement poussé par sa mère, était silencieux cette fois-ci. J'ai soufflé la bougie, coupé une petite part de cheesecake et les mangé lentement. C'était délicieux, mais ça ne m'a apporté aucune joie. Après 2 parts, j'ai mis le gâteau au réfrigérateur. Quelqu'un aurait pu penser que c'était triste de manger un gâteau d'anniversaire seul, mais je m'en fichais. Le soir, le téléphone a sonné. L'écran s'est allumé avec le nom de Julien, mon petit-fils aîné. J'étais surprise. Il appelait rarement, préférant communiquer par SMS, et même alors seulement quand il avait besoin de quelque chose. Julien, ai-je répondu, sentant une soudaine bouffée d'excitation. Comme c'est gentil de t'entendre le jour de mon anniversaire. Anniversaire? Sa voix semblait confuse. Oh, c'est vrai. Joyeux anniversaire, mamie. La joie de l'appel s'est immédiatement estompée. Il ne s'en souvenait pas. Juste une coïncidence. Merci, mon chéri. Comment ça se passe à la fac? Bien, a-t-il répondu vaguement. Écoute, mamie. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin d'argent pour un nouvel ordinateur portable. Le mien est cassé et je ne peux pas faire mes devoirs sans lui. Maman a dit qu'ils sont un peu justes en ce moment, mais que tu pourrais peut-être aider. J'ai serré le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Le jour de mon anniversaire, dont il ne se souvenait même pas, mon petit-fils m'appelait pour me demander de l'argent. Et apparemment Sophie, qui était trop occupée pour m'appeler,
a trouvé le temps de conseiller à son fils de me demander une aide financière. Julien, je ne peux pas te donner d'argent pour un ordinateur portable, ai-je dit, surprise de la fermeté de ma propre voix. Ma retraite suffit à peine à payer mes médicaments et mes factures. Mais, mamie, a-t-il dit, sa voix prenant un ton suppliant. C'est pour l'école. Tu veux que je réussisse à l'école, n'est-ce pas? Bien sûr que je le veux. Mais tu peux utiliser les ordinateurs de la bibliothèque de la fac ou trouver un petit boulot. Un petit boulot? Julien semblait maintenant indigné. Je n'ai pas le temps pour ça. J'étudie. Et de toute façon, pourquoi es-tu si radine? Ça t'ennuie de dépenser de l'argent pour ton propre petit-fils? Ces mots, si similaires à ce que Mika avait dit, m'ont frappé comme une gifle. Julien, ai-je dit doucement mais fermement. Tu ne m'as pas appelé depuis des mois. Tu n'écris pas. Tu ne me rends pas visite. Tu ne t'es même pas souvenu de mon anniversaire. Et la seule raison pour laquelle tu me parles maintenant, c'est parce que tu veux mon argent. Ce n'est pas vrai, a-t-il protesté, mais sans conviction. C'est vrai et tu le sais. J'ai soupiré. Je ne te donne pas d'argent pour un ordinateur portable. Pas parce que je suis avare, mais parce que je ne l'ai tout simplement pas, et je pense que ce serait bien pour toi d'apprendre à résoudre tes propres problèmes. Eh bien, va te faire voir, a crié Julien avant de raccrocher. Je suis restée assise, à regarder l'écran vide de mon téléphone. Mon petit-fils aîné, que j'avais gardé, à qui j'avais lu des contes de fées et pour qui j'avais dépensé mon dernier argent pour des voyages scolaires et des uniformes de sport, venait de me dire d'aller me faire voir parce que j'avais refusé de lui donner de l'argent. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis restée allongée à regarder le plafond, ressassant mentalement toutes les fois où mes enfants et petits-enfants s'étaient tournés vers moi pour de l'argent quand ils n'en avaient pas assez. Pour de l'aide avec les enfants quand ils devaient aller quelque part, pour les repas de fête que je préparais avec mes dernières forces, pour le nettoyage et la réparation de leurs vêtements parce que maman est la meilleure couturière. Je me suis souvenu comment Benoît avait oublié de rendre l'argent qu'il avait emprunté. Comment Sophie m'avait laissé ses enfants tout l'été parce que c'est bon pour eux de passer du temps avec leur grand-mère. Comment Julien ne venait que lorsqu'il avait besoin d'argent de poche. Et Emma regardait toujours son téléphone quand j'essayais de lui parler. Et qu'ai-je obtenu en retour? Des vœux de fête formels, des visites de routine tous les quelques mois, des cadeaux d'anniversaire de dernière minute du magasin le plus proche, des babioles qui montraient qu'il n'avait aucune idée de ce que j'aimais ou de ce qui m'intéressait. Je me suis souvenu comment Benoît m'avait embarrassée à son mariage. Comment Chloé m'avait regardé de haut. Comment ils avaient jeté ma couverture à la poubelle comme si elle ne valait rien. Les souvenirs ont afflué. Et à chaque vague, cela devenait plus clair. Pour leurs enfants et petits-enfants, je n'étais pas une mère et une grand-mère aimée, mais un distributeur de billets et une domestique gratuite. Une source d'argent quand ils en avaient besoin. Une baby-sitter quand ils devaient aller quelque part. Une cuisinière quand ils voulaient des repas faits maison. Ils ne demandaient jamais comment j'allais. Ils ne s'intéressaient pas à mes problèmes, mes peurs, mes joies. Ils n'offraient pas d'aide, même quand j'étais malade. Ils n'appelaient pas juste pour parler. Et moi, je donnais et donnais, considérant cela comme mon devoir. J'étais heureuse du peu d'attention que je recevais, reconnaissante qu'ils viennent tout court. Je justifiais leur comportement par des excuses sans fin. Ils sont si occupés. Ils ont leur propre vie. C'est difficile pour eux. J'avais espéré qu'à mon âge, je serais entourée d'une famille aimante. Que mes enfants prendraient soin de moi comme je prenais soin d'eux. Que mes petits-enfants viendraient non pas pour de l'argent mais pour des conseils, des histoires, de l'amour. Au lieu de cela, j'étais assise seule dans une maison vide le jour de mon anniversaire, que personne ne s'était donné la peine de célébrer, avec un cheesecake au réfrigérateur que personne ne mangerait, avec un téléphone silencieux, à l'exception d'un appel de mon petit-fils. Demandant de l'argent. Cette nuit-là, sans sommeil, à regarder dans l'obscurité, j'ai finalement admis la vérité que j'avais refusé de voir pendant si longtemps. Ma famille m'avait utilisé. Ils avaient pris tout ce que je pouvais donner et n'avaient jamais rien donné en retour. Et cela continuerait tant que je le permettrais. Tant que je sacrifierais mon confort, mon argent, ma dignité pour des gens qui ne me voyaient que comme un outil pour satisfaire leurs besoins. Cette prise de conscience était amère mais étrangement libératrice. Si mes enfants et petits-enfants ne se souciaient pas de mes sentiments, pourquoi devrais-je continuer à me soucier de leur confort? S'ils ne respectaient pas mon travail ou mon amour, pourquoi devrais-je continuer à leur donner l'un ou l'autre? Il était peut-être temps de penser à moi. À ce que je veux, pas à ce que les autres veulent de moi. À ma vie, qui malgré mon âge, n'est pas encore terminée. À ma dignité,
que j'avais sacrifié si longtemps pour l'espoir illusoire d'un amour qui n'a jamais existé. Le matin, quand les premiers rayons de soleil ont percé les rideaux, je suis sortie du lit avec une clarté inhabituelle dans ma tête. Quelque chose avait changé, quelque chose était terminé, et quelque chose de nouveau était sur le point de commencer. La décision est venue de manière inattendue, après un incident que j'appelle maintenant la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est arrivé un mois après mon anniversaire non célébré, quand Benoît et Chloé sont revenus de leur lune de miel. Benoît a appelé tôt un samedi matin. Je préparais du café, profitant des rares rayons de soleil qui entraient par la fenêtre de la cuisine. Quand j'ai vu son nom sur l'écran, j'ai figé. Nous n'avions pas parlé depuis le mariage, et je ne savais pas à quoi m'attendre. « Maman !» Sa voix semblait joyeuse, comme si rien ne s'était passé entre nous. « Comment vas-tu ?»« Bien », ai-je répondu, essayant de paraître calme. « Comment était ton voyage ?»« Incroyable. La Méditerranée est incroyable. Chloé a pris 1 million de photos. Il faudra que je te les montre un de ces jours. »« Un de ces jours ?»« Pas nous viendrons, pas viens dîner chez nous. Juste un vague un de ces jours. »« J'adorerais les voir, ai-je menti ? Écoute, maman. J'ai quelque chose à te dire. Il en est venu au fait. Chloé et moi emménageons dans une nouvelle maison le week-end prochain. Son père nous a aidés avec l'apport. Tu te rends compte ? 3 étages avec une piscine à Écully. Félicitations, ai-je dit, sentant quelque chose se resserrer en moi. Écully était un quartier riche, encore plus loin de Saint-Étienne que leur maison précédente. Alors, nous avons besoin d'un peu d'aide pour le déménagement. Surtout pour déballer, accrocher les rideaux, ce genre de choses. Chloé sera occupée avec le décorateur et moi. Eh bien, tu sais, je ne suis pas très douée pour ce genre de choses. Je pensais que tu pourrais peut-être aider. Tu as toujours été douée pour rendre un endroit chaleureux. J'étais silencieuse, essayant de digérer ces mots. Mon fils, qui ne m'avait pas appelé pour mon anniversaire, qui avait laissé sa femme se moquer de mon cadeau et le jeter à la poubelle, me demandait maintenant de l'aider à rendre leur nouvelle maison luxueuse chaleureuse. Benoît, ai-je commencé prudemment. Avant de discuter de cela, j'aimerais parler de ce qui s'est passé au mariage. De quoi tu parles ? Sa voix était teintée d'irritation. De ma couverture. De la façon dont Chloé l'a qualifiée de vieillerie démodée. De la façon dont tu as dit que je n'aurais pas dû me donner cette peine. Il y a eu une pause. Maman, ce n'est pas le moment pour ça. C'était un malentendu. Chloé est juste directe et j'étais sur les nerfs. Ne nous attardons pas sur le passé. Je sais que vous avez jeté la couverture, ai-je dit doucement. Une autre pause, cette fois plus longue. Qui te l'a dit ? A-t-il finalement demandé. Donc, c'est vrai, ai-je dit, serrant le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Vous l'avez vraiment jeté ? Vous ne l'avez pas donné à quelqu'un d'autre. Vous ne l'avez pas mise dans le placard. Vous l'avez jetée à la poubelle. Maman, écoute, a-t-il dit, sa voix prenant un ton suppliant. Ça n'allait tout simplement pas avec notre décoration. Chloé est très pointilleuse sur ces choses, tu sais. Et puis, quelle importance. Ce n'est qu'une couverture. Juste une couverture. 2 mois de travail. Notre histoire familiale. Un morceau de mon âme. Je ne peux pas vous aider à déménager, ai-je dit, surprise de la tranquillité de ma voix. J'ai d'autres projets. Quels autres projets ? Benoît semblait maintenant surpris et un peu blessé. Maman, nous avons vraiment besoin de ton aide. Chloé sera déçue si tout n'est pas parfait pour la pendaison de crémaillère. Je suis désolée que Chloé soit déçue, ai-je répondu. Mais j'ai ma propre vie, et j'ai vraiment des projets. Tu es toujours en colère pour cette stupide couverture ? Il semblait maintenant agacé. Je pensais que tu étais au-dessus de ça. Ces mots m'ont fait plus mal qu'une gifle. Stupide couverture. C'est ainsi qu'il voyait mon travail, mon amour. Il ne s'agit pas de la couverture, Benoît, ai-je dit doucement. Il s'agit de respect. Il s'agit de la façon dont toi et ta famille me traitaient. Et je ne peux plus le supporter. De quoi tu parles ? Il a haussé la voix. Nous t'avons toujours respecté. Nous avons juste une vie différente maintenant, des standards différents. Si tu pouvais essayer de comprendre. Je dois y aller. Je l'ai interrompu. Au revoir, Benoît. J'ai raccroché sans attendre de réponse. Mes mains tremblaient, mais à l'intérieur, je ressentais une étrange clarté. C'était le moment que j'attendais inconsciemment, la confirmation finale que pour mes enfants,
Je n'étais pas une personne avec des sentiments et de la dignité, mais un outil à utiliser et à jeter lorsqu'il devenait gênant. Le jour même, j'ai commencé à planifier mon évasion. C'est comme ça que je l'appelais, une évasion d'une vie qui n'était plus la mienne. J'ai ouvert l'ordinateur portable qu'Édouard m'avait acheté avant de mourir et j'ai commencé à chercher des informations sur les petites villes à quelques heures de route de Saint-Étienne. J'avais besoin d'un endroit assez éloigné pour que mes enfants ne puissent pas tomber sur moi par hasard, mais pas si isolé que je me sentirais coupé de la civilisation. J'ai choisi Honfleur, une petite ville de la côte normande connue pour son architecture et son atmosphère artistique. C'était une ville pour les créatifs et les retraités cherchant une vie tranquille au bord de la mer. L'endroit parfait pour un nouveau départ. L'étape suivante consistait à faire évaluer la maison. Édouard et moi l'avions achetée il y a 30 ans, quand les prix étaient beaucoup plus bas. Au fil des ans, l'immobilier à Saint-Étienne avait considérablement augmenté, et je pouvais compter sur une somme d'argent décente qui me permettrait d'acheter une petite maison à Honfleur et d'avoir des économies pour l'avenir. J'ai appelé une agente immobilière, une femme de mon âge, qui a hoché la tête avec compréhension lorsque j'ai expliqué que je voulais vendre la maison et déménager dans un endroit plus calme, sans mentionner les vraies raisons. Beaucoup de gens de notre âge font ce choix, a-t-elle dit. Les enfants ont grandi et la maison est devenue trop grande. Honfleur est un endroit merveilleux. Il y a une super communauté de retraités. La semaine suivante, j'ai méthodiquement préparé le déménagement sans dire un mot à mes enfants sur mes projets. J'ai trié mes affaires, décidant de ce que j'allais emporter et de ce que j'allais laisser. De vieux meubles, la plupart de la vaisselle, des livres que je ne lirai plus jamais. Tout cela pouvait être vendu ou donné. J'ai gardé seulement le plus nécessaire et le plus cher à mon cœur. Des photos d'Édouard, nos alliances, quelques souvenirs de l'époque où les enfants étaient jeunes et m'aimaient encore. Sophie a appelé le mercredi, comme d'habitude, pour demander si je pouvais garder Mika le week-end. J'ai dit que j'avais d'autres projets. Quels autres projets? Elle semblait agacée, tout comme Benoît. Maman, nous avons vraiment besoin de ton aide. C'est l'anniversaire de Didier et moi et nous voulons partir en week-end. Sophie, ai-je dit calmement. Je ne peux pas. J'ai des choses importantes à faire. Plus important que d'aider ta propre fille? Sa voix a pris un ton accusateur. Tu es devenue si égoïste dernièrement. J'ai failli rire de l'ironie. Moi, une femme qui avait consacré toute sa vie à ses enfants, qui avait sacrifié son confort, son temps et son argent pour leurs besoins. J'étais égoïste. Je dois y aller, ai-je dit au lieu de répondre. Bon anniversaire. Au cours des 2 semaines suivantes, les événements se sont déroulés à un rythme effréné. La maison a été mise en vente et à ma grande surprise, s'est vendue presque immédiatement à un jeune couple attendant leur premier enfant. Ils sont tombés amoureux des pièces spacieuses et du jardin confortable que j'avais entretenu pendant tant d'années. En voyant leurs visages heureux, j'ai espéré que la maison leur apporterait plus de joie qu'elle ne m'en avait apporté ces dernières années. Une agente immobilière à Honfleur m'a trouvé l'endroit parfait. Une petite maison en périphérie de la ville avec une vue sur l'estuaire et un petit jardin. Elle coûtait la moitié de ce que j'avais obtenu pour la maison de Saint-Étienne, me laissant avec une somme d'argent décente pour une nouvelle vie. Juste avant le déménagement, je suis allé dans un magasin de téléphonie et j'ai changé mon numéro de téléphone. L'ancienne carte SIM, qui contenait les contacts de mes enfants et leurs rares appels, est allée à la poubelle, un geste symbolique marquant une rupture avec le passé. Je n'ai pas laissé à mes enfants de nouvelle adresse ou de nouveaux numéros de téléphone. Je n'ai pas écrit de lettre d'adieu ni expliqué mes raisons. Je savais que toute explication serait accueillie avec incompréhension et accusation de mon inadéquation. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Ma vie ne tournerait plus autour de leur approbation. Le jour du déménagement, je me suis levée à l'aube. Le camion avec mes quelques affaires devait arriver à 9 heures. J'ai fait le tour de la maison une dernière fois, disant au revoir à chaque pièce, chaque coin qui gardait des souvenirs, bons et mauvais. La chambre où Édouard et moi avions passé tant de nuits à murmurer dans le noir sur nos espoirs et nos rêves. La cuisine où j'avais préparé des milliers de déjeuners et de dîners pour ma famille. Le salon où se trouvait le sapin de Noël chaque année. Où les enfants ouvraient leurs cadeaux avec des cris excités. Les chambres de Benoît et Sophie, depuis longtemps transformées en chambres d'amis, mais portant encore des traces de leur enfance sous la forme de marques de croissance sur le chambranle de la porte et de jouets accidentellement laissés sur les étagères lointaines des placards. Quand le camion s'est éloigné de la maison, je suis montée dans un taxi avec une petite valise contenant le strict nécessaire. Le chauffeur, un jeune homme aux yeux gentils, a demandé où nous allions. À la gare routière, ai-je répondu. Vous partez à Honfleur en vacances?
A-t-il demandé. Non, ai-je souri. Pour commencer une nouvelle vie. Il m'a regardé dans le rétroviseur avec surprise, mais n'a rien dit. Je suppose qu'on ne voit pas souvent une femme âgée partir seule pour commencer une nouvelle vie. Le voyage jusqu'à Honfleur a duré plusieurs heures. J'ai regardé par la fenêtre du car, observant le paysage changer des rues de la ville aux forêts majestueuses et enfin au paysage marin de la côte normande. À chaque kilomètre, je sentais le poids du passé se lever progressivement de mes épaules. Ma nouvelle maison était encore mieux que sur les photos. C'était une petite mais confortable chaumière avec une véranda donnant sur l'estuaire. À l'intérieur, il y avait tout ce dont j'avais besoin. Une cuisine, un salon, une chambre et une petite pièce que j'ai immédiatement décidé de transformer en atelier. J'ai passé mes premiers jours dans ma nouvelle ville à m'installer et à faire connaissance avec le quartier. Honfleur s'est avéré être exactement ce que j'avais espéré, calme, amicale et pleine de gens créatifs. Il y avait beaucoup de retraités ici, dont beaucoup, comme moi, étaient venus d'autres endroits à la recherche d'un havre de paix pour leurs dernières années. À la bibliothèque locale, j'ai vu une annonce pour un club de loisirs créatifs. Des femmes se réunissaient 2 fois par semaine pour coudre, tricoter et broder ensemble. Décidant que ce serait un excellent moyen de rencontrer des gens, je suis allée à la prochaine réunion. Le club se réunissait dans une petite salle du centre communautaire. Quand je suis entrée, une dizaine de femmes d'âge divers étaient assises autour d'une grande table, chacune s'adonnant à ses propres activités. Certaines tricotaient, d'autres brodaient, et une femme travaillait sur une courte pointe en patchwork qui me rappelait la mienne, que j'avais jetée. « Bonjour », ai-je dit d'une voix incertaine, m'arrêtant sur le seuil. « Puis-je me joindre à vous ?» Bien sûr, s'est exclamée une femme aux cheveux gris tirés en un chignon lâche. Nous sommes toujours heureuses d'accueillir de nouveaux membres. Je suis Marthe, la responsable non officielle de ce groupe. Elle s'est déplacée pour me faire de la place à côté d'elle. Je me suis assise et j'ai sorti la broderie que j'avais récemment commencée. Un paysage avec un phare, symbolisant un nouveau chemin pour moi. Mon nom est Adèle, me suis-je présentée. Je viens d'emménager ici. D'où venez-vous ? A demandé une autre femme qui travaillait sur une écharpe tricotée de couleurs vives. De Saint-Étienne, ai-je répondu. J'ai décidé qu'il était temps de changer. Je comprends. Marthe a hoché la tête. J'ai déménagé ici il y a 3 ans de Paris après la mort de mon mari. C'était la meilleure décision de ma vie. Peu à peu, j'ai fait la connaissance de toutes les femmes du groupe. La plupart étaient veuves ou divorcées. Toutes aimaient les travaux manuels et appréciaient la vie tranquille d'Honfleur. Et en leur compagnie, je me suis sentie acceptée et comprise pour la première fois depuis de nombreuses années. Un jour, alors que Marthe et moi nous promenions le long du port après une réunion du club, je lui ai raconté la vraie raison de mon déménagement. Le mariage de Benoît, la courte pointe, les années de manque de respect et d'abus de la part de mes enfants. Tu sais, a-t-elle dit quand j'ai eu fini, tu n'es pas la première personne à vivre ça. Beaucoup d'entre nous ont atterri ici pour des raisons similaires. Jennifer, tu te souviens, celle qui tricote des chaussettes ? Sa fille a essayé de lui prendre sa maison pour la vendre et acheter un yacht. Éléonore a cessé de parler à son fils après qu'il ait dilapidé ses économies dans son entreprise ratée. J'ai été stupéfaite d'apprendre que beaucoup de ces femmes gentilles et talentueuses avaient eu des expériences similaires avec des enfants ingrats. Cela a créé un lien spécial entre nous, une compréhension sans mots, un soutien sans jugement. Les mois ont passé et ma nouvelle vie a pris forme. J'assistais régulièrement au club de loisirs créatifs, je me suis liée d'amitié avec mes voisins et j'ai commencé à faire des promenades matinales le long de l'estuaire avec un groupe d'autres leftos comme moi. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je me sentais faire partie d'une communauté où j'étais appréciée pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais donner. Un jour, Marthe est venue prendre le thé et a remarqué le sac que je lui avais cousu en cadeau à partir de chutes de tissu restantes de mes projets précédents. « Adèle, c'est un travail incroyable », a-t-elle dit en examinant les points nets et le design réfléchi. « Tu sais, tu devrais vendre des choses comme ça. Les touristes dans notre ville sont toujours à la recherche de souvenirs uniques. » L'idée m'a plu. J'avais toujours aimé coudre. Et bien que ma retraite soit suffisante pour une vie modeste, grâce à l'argent de la vente de la maison, un revenu supplémentaire ne ferait pas de mal. De plus, cela me donnerait un but, une activité dont je pourrais être fière. Avec l'aide de Marthe et des autres femmes du club, j'ai ouvert un petit atelier dans une extension de ma maison. J'ai commencé petit, des sacs, des portefeuilles, des coussins décoratifs en utilisant les techniques de patchwork que j'avais connues toute ma vie. Marthe, qui avait de l'expérience en marketing,
m'a aidé à créer un site web et a pris des dispositions pour que les magasins locaux vendent mes produits. À ma grande surprise, le travail est devenu populaire. Les touristes visitants Honfleur appréciaient l'unicité et la qualité de mes produits. Les habitants commandaient des articles comme cadeaux ou pour eux-mêmes. Une femme a même commandé une courte pointe en patchwork pour sa fille qui se préparait à aller à l'université, afin qu'un morceau de chez elle soit toujours avec elle. Cette commande m'a procuré des sentiments mitigés. Je me suis souvenu de ma courte pointe pour Benoît et Chloé, mais j'ai décidé de ne pas laisser mon expérience amère gâcher la joie de la créativité. Cette courte pointe irait à quelqu'un qui l'apprécierait. 1 an s'est écoulé depuis mon déménagement. 1 an sans appel de mes enfants demandant de l'aide, sans petits-enfants ingrats, sans sentiment d'être utilisés. 1 an de nouveaux amis, de nouveaux intérêts, d'une nouvelle dignité. Je me sentais plus jeune et plus forte que je ne l'avais été depuis des décennies. Un matin, alors que je travaillais dans mon atelier sur une nouvelle commande, un ensemble de coussins décoratifs pour un hôtel local, on a frappé à la porte. Quand j'ai ouvert, j'ai vu le facteur se tenir là avec une enveloppe à la main. « Madame Lefebvre ?» a-t-il demandé. « C'est pour vous, une lettre recommandée. » J'ai pris l'enveloppe en me demandant qui aurait pu m'écrire. Au dos se trouvait l'adresse d'un cabinet d'avocats de Saint-Étienne. À l'intérieur se trouvait une lettre rédigée sur du papier à en-tête officielle. « Chère Madame Lefebvre, notre cabinet représente votre fils, Benoît Lefebvre, qui tente de vous contacter. Il nous a contactés après des tentatives infructueuses pour vous retrouver par ses propres moyens. Monsieur Lefebvre vous demande de le contacter au numéro de téléphone ou à l'adresse email indiquée ci-dessous. Il s'inquiète de votre bien-être et souhaite rétablir les liens familiaux. Sincèrement, Robert Clark, avocat. » J'ai relu la lettre plusieurs fois, sentant mon cœur commencer à s'emballer. Benoît me cherchait. Benoît avait engagé un avocat pour me trouver. Mais pourquoi? Que voulait-il? J'ai appelé Marthe et je lui ai parlé de la lettre. Que penses-tu qu'il veuille? Ai-je demandé. Le seul moyen de le savoir est de l'appeler, a-t-elle répondu. Mais c'est à toi de décider. Tu n'es pas obligé de le faire si tu ne le veux pas. Après mûre réflexion, j'ai décidé d'appeler. Non pas par désir de rétablir notre relation, mais pour y mettre un terme une fois pour toutes. Quand j'ai composé le numéro de la lettre, j'ai entendu la voix de Benoît après la première sonnerie, comme s'il était assis près du téléphone, attendant mon appel. Allô? Sa voix semblait impatiente. Benoît, c'est maman, ai-je dit calmement. Maman, s'est-il exclamé. Enfin! On devenait fou. Tu as tout simplement disparu sans rien dire à personne. Sophie est venue te rendre visite et a découvert que la maison avait été vendue. On a cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Je n'entendais pas tant de soulagement dans sa voix que de l'irritation, comme si je l'avais sérieusement laissé tomber en disparaissant sans prévenir. Je vais bien, ai-je répondu. J'ai décidé de commencer une nouvelle vie. Une nouvelle vie? A-t-il reniflé. Maman, tu as 68 ans. Quelle nouvelle vie? Tu aurais au moins dû nous dire où tu allais. Pourquoi? Ai-je demandé sans détour. Pour que vous sachiez où appeler quand vous avez besoin d'une babysitter ou pour emprunter de l'argent. Il y a eu une pause. Tu es injuste, a-t-il finalement dit. Nous sommes ta famille. Nous nous inquiétions pour toi. Vous vous inquiétiez pour vous-même, ai-je rétorqué. De perdre une grand-mère commode et une source d'aide gratuite. Ce n'est pas vrai, a protesté Benoît. Nous t'aimons et nous avons besoin que tu reviennes. Voilà. Nous avons besoin, pas tu nous manques, pas nous voulons faire partie de ta vie, mais nous avons besoin que tu reviennes. Pourquoi? Ai-je demandé sans détour. Pourquoi avez-vous besoin que je revienne? Une autre pause. Cette fois plus longue. Eh bien, nous allons avoir un bébé, a-t-il finalement dit. Chloé est enceinte, et nous aurons besoin d'aide quand le bébé arrivera. Tu sais comment c'est. Voilà ma réponse. Ils n'avaient pas besoin de moi. Ils avaient besoin d'une babysitter gratuite pour leur futur enfant. Sans même mentionner le mariage, la couverture ou les années de manque de respect, Benoît est allé droit au but de ce qu'il voulait de moi. Félicitations pour le bébé, ai-je dit calmement. Mais je ne reviendrai pas. Quoi? Il avait l'air sincèrement surpris. Mais maman, tu as toujours dit que tu voulais être près de tes petits-enfants. Tu ne peux pas manquer la naissance de ton premier petit-enfant avec moi. Je ne manquerai pas sa naissance, Benoît. Je ne serai juste pas dans votre vie. C'est mon choix. Mais pourquoi maintenant? Il y avait de l'indignation dans sa voix.
À cause de cet incident stupide au mariage? Tu boudes toujours pour la couverture? Non, pas à cause de la couverture, ai-je répondu. À cause de tout. À cause des années où vous avez pris mon amour et mon aide pour acquis. À cause de la façon dont vous m'avez traité, non pas comme une personne avec des sentiments et de la dignité, mais comme un outil pratique pour résoudre vos problèmes. Ce n'est pas vrai, a-t-il protesté. Nous t'avons toujours apprécié. Alors pourquoi ne m'as-tu pas appelé pour mon anniversaire? Ai-je demandé. Pourquoi ne m'as-tu pas défendu quand Chloé s'est moquée de mon cadeau? Pourquoi as-tu jeté ma couverture à la poubelle au lieu de me dire la vérité? Pourquoi ne m'as-tu appelé que lorsque tu avais besoin de quelque chose? Benoît était silencieux. J'ai une vie différente maintenant, ai-je continué. J'ai des amis qui me respectent. J'ai une maison où je me sens en sécurité. J'ai un travail qui m'apporte de la joie. Et je n'échangerai pas cela contre le fait d'être une babysitter gratuite et un distributeur de billets pour des enfants ingrats. Maman, tu ne peux pas nous rayer de ta vie comme ça. Sa voix était maintenant paniquée. Nous sommes ta famille. La famille, ce ne sont pas les liens du sang, Benoît, ai-je dit doucement. La famille, ce sont des gens qui s'aiment et se respectent. Des gens qui se soucient des sentiments des autres. Vous avez cessé d'être ma famille il y a longtemps. Tu le regretteras, a-t-il dit, d'un ton maintenant menaçant. Quand tu seras vieille et malade, il n'y aura personne pour s'occuper de toi. J'ai souri, bien qu'il ne puisse pas le voir. J'ai des amis qui se soucient de moi plus que vous ne l'avez jamais fait. Et je préférerais mourir seule que de retourner à une vie où je ne suis pas respectée. Chloé avait raison sur toi, a dit Benoît amèrement. Tu es vraiment une vieille égoïste. Au revoir, Benoît, ai-je dit et j'ai raccroché. Je suis restée assise un moment à regarder par la fenêtre la baie où les vagues clapotaient doucement. Étrangement, je ne ressentais ni chagrin ni regret, seulement du soulagement. C'était comme si le dernier fil qui me reliait à ma vie passée s'était enfin rompu, me permettant d'entrer pleinement dans une nouvelle. Plus tard dans la journée, Marthe est venue avec une bouteille de vin et de verre. Alors, comment s'est passée la conversation? A-t-elle demandé en versant le vin. Je lui ai tout raconté sans cacher aucun détail. Elle a écouté, hochant la tête avec compréhension. Tu sais ce qui est le plus surprenant? Ai-je dit en terminant mon histoire. Je ne me sens pas coupable. Toute ma vie, je me suis sentie coupable si je ne répondais pas aux besoins de mes enfants. Maintenant, rien, seulement la liberté. Parce que tu t'es enfin mise en premier. Marthe a levé son verre. À la nouvelle Adèle. À la femme qui a trouvé le courage de recommencer. Nous avons trinqué et j'ai regardé par la fenêtre le coucher de soleil, peignant le ciel de nuances de rose et d'or. À 68 ans, j'avais enfin trouvé mon chemin, ma voie, ma place dans le monde.